Salut les entrepreneurs, aujourd'hui nous allons voir comment gagner en crypto sur le long terme. Donc aujourd'hui nous allons voir comment gagner en crypto sur le long terme avec 6 principes de base. Je ne vais pas aller dans les détails pour les principes, mais je vous ferai quelques vidéos dans les prochains jours pour expliquer les principes les plus importants. Donc tout d'abord, nous allons commencer par le premier principe de base, définir son aversion au risque. Donc définir son aversion au risque, c'est quoi? C'est savoir si on est prêt à prendre le risque dans un marché aussi volatile, surtout sur les crypto-monnaies. Donc par exemple, nous pouvons voir avec TradingView, donc là je suis en daily, et nous pouvons voir, par exemple, sur le crash du Bitcoin récent, nous étions à... Voilà, en une journée, nous avions fait environ moins 20%. Donc ça, c'est commun avec les crypto-monnaies. Donc c'est aussi bien à la baisse qu'à la hausse. Donc nous sommes sur un marché jeune, un marché très volatile, et donc un marché risqué. Donc vous voyez, par exemple, juste entre le 29 mars 2022 et le 19 juin, on va voir qu'il y a une baisse de 64%. Une fois que vous avez conscience de la volatilité de l'actif, vous devez vous dire combien vous êtes prêt à perdre. Donc pour ça, ce résultat se trouve en fonction de votre épargne de sécurité placée, de son patrimoine, de ses projets. Faire attention à tout ça, bien calculer ses investissements et surtout ne pas investir tout d'un coup. Quand vous êtes débutant, par exemple dans le marché des crypto-monnaies, vous pouvez commencer à investir une petite somme et augmenter votre capital au fur et à mesure que vous prenez de l'aisance, que vous vous informez sur le sujet, etc. Donc de toute façon, je parlerai là dans une prochaine vidéo des principes de base pour se constituer une épargne et surtout combien il faut épargner pour être serein. Ensuite, le deuxième point, c'est savoir dans quelle phase de marché nous nous situons. Sur le graphique en daily sur le Bitcoin, nous pouvons voir là une phase de hausse ici à partir d'octobre 2020. Avec un pic le 16 avril 2021. Pour voir toute cette phase de hausse, une première phase de baisse, une phase de stagnation, une seconde phase de hausse, une seconde phase de baisse, stagnation et baisse. Donc là, nous sommes depuis le 11 novembre 2021, nous sommes sur un marché baissier. Donc marché baissier, c'est simple, avec des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc très bien, mais là, c'est ce que nous voyons sur le graphique. Et du coup, comment pouvons-nous définir toutes ces phases? Vous pourrez trouver ces phases sur des graphiques sur Internet. Voici un exemple. Donc la première phase, c'est la phase d'accumulation. Donc celle-ci sur ce graphique. Une phase d'accumulation, nous voyons le prix stagne dans une zone. On appelle ça un range. Donc le prix stagne dans cette zone et les acheteurs et les vendeurs sont à l'équilibre. Le marché atteint un creux après un sommet vertigineux. Nous passons ensuite dans la phase de markup. La phase de markup, c'est une phase de hausse. Donc là, ici, nous voyons les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts. Nous sommes sur un marché haussier. Il y a une croissance stable et régulière en valeur pour atteindre plusieurs sommets successifs. Une fois que nous avons atteint la fin de la phase de markup, nous arrivons sur la phase de distribution. Donc la phase de distribution, c'est cette phase-là. C'est un peu comme la phase d'accumulation, sauf que la phase d'accumulation, elle se trouve en bas, c'est-à-dire à un creux, au niveau d'un creux. La phase de distribution se trouve au niveau des sommets. Lors de la phase de distribution, le marché se cherche également. Il y a autant d'acheteurs et de vendeurs, et nous avons une zone de range qui s'est formée. Une fois cette zone de distribution et cette zone de range cassée, nous pouvons voir, donc là ici par exemple nous pouvons voir un pullback, la zone de range est cassée ici, on vient retester cette zone, puis nous repartons à la baisse. Donc là le marché repart à la baisse, marché baissier avec les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas, marché baissier, nous sommes sur une phase de déclin. Sachez que toutes ces phases peuvent être représentées par la psychologie des investisseurs. En effet, certains graphiques circulent sur Internet. Donc par exemple le graphique sur TradingView de AntoXBT. Donc nous pouvons voir ici par exemple zone d'accumulation. Donc là la zone d'accumulation, le prix varie peu et ici on voit que ça commence à augmenter. Bon, les volumes sont pas très importants mais le prix augmente.
Donc là, nous avons un début de phase de markup. Donc là, voilà, la psychologie des investisseurs à chaque drapeau vert. L'investisseur qui, par exemple, le premier acheteur, qui est ici, alors qu'il soit acheteur ou pas, hein, celui qui suit les graphiques, par exemple, même s'il n'a pas acheté, mais il suit le graphique, il voit le prix augmenter. Il voit là depuis longtemps, il y a eu une phase d'accumulation depuis quelques mois, et là le prix augmente, avec des petits volumes, mais le prix augmente. Nous avons un sentiment d'espoir. Puis, petit à petit, le prix continue à augmenter. Les premiers acheteurs sont déjà rentrés, une seconde vague d'acheteurs. Les volumes commencent à être plus importants. On voit plus de volatilité, ici, ici. Nous avons une phase d'optimisme. Vague de second acheteur, plus en plus d'acheteurs. Les volumes sont vraiment importants. Nous entrons en période de bull run. Les prix s'affolent. Tout le monde en parle dans la presse. Par exemple, le Bitcoin est la future monnaie, etc. Beaucoup de volume, beaucoup d'achats. Le prix augmente rapidement. Espoir important. Nous arrivons zone des derniers acheteurs. Là, le prix s'emballe, toujours plus haut, toujours plus vite. Les émotions prennent le pas sur la raison. Nous entrons dans une zone de FOMO. Donc là, c'est ce qu'on appelle la zone de FOMO, Fear of Missing Out, la peur de laisser passer le train. Et du coup, même si les prix sont hyper élevés, on voit qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup d'acheteurs. On veut acheter nous aussi parce qu'on a l'impression que ça va monter jusqu'au ciel. Donc l'émotion prend le pas. Nous arrivons vers les premiers sommets, l'euphorie. Et là, c'est la zone des derniers acheteurs, bien sûr. Zone des derniers acheteurs, mais aussi des premiers vendeurs. Là, les premiers vendeurs, ceux qui justement ne sont pas guidés par les émotions, mais qui sont guidés par une stratégie, savent que là, les prix ne deviennent pas raisonnables. En général, les premiers vendeurs sont ceux qui ont aussi acheté assez bas. Bon, ils peuvent faire partie de la première vague des premiers acheteurs. Ils ont peut-être acheté pendant l'accumulation. Ils ont peut-être une stratégie de racheter à chaque hausse de prix jusqu'à un certain seuil, puis se sont arrêtés, puis à un certain seuil commencent à revendre. Donc voilà, après, on verra plus tard, mais il y a plusieurs stratégies dans ça. Donc les premiers vendeurs, et là ensuite, le problème c'est que les premiers vendeurs c'est une minorité, et que tous ces acheteurs-là qui ont acheté avec émotion ne vont pas vendre tout de suite, parce que eux, ceux qui ont acheté ici, pensaient que ça allait continuer à monter. Donc eux, ils voient une première baisse, bon, ils se disent, ok, c'est une correction saine du marché, etc. Mais je m'inquiète pas, ça va remonter. Et là, ils voient qu'en fait, ça ne remonte pas. Donc là, complaisance, anxiété. Nous arrivons sur l'anxiété. Les acheteurs, donc voilà, les acheteurs qui ont acheté au-dessus de ce prix-là, ils sont déjà dans le rouge. Là. Donc vous voyez que l'anxiété prend part sur le marché. Ensuite, nous avons le déni. Là, ils se disent non, mais c'est pas possible, ça ne va pas baisser plus, ça va forcément remonter. Puis, en fait, on voit la confirmation du marché baissier, la panique, phase de capitulation, et du coup, nous arrivons avec des derniers vendeurs qui vendent toujours plus, moins de volume, les prix commencent à être moins volatiles, et nous arrivons de plus en plus vers une phase d'accumulation. Nous retournons vers la phase d'accumulation, phase de dépression, les prix n'oscillent plus beaucoup. Donc vous voyez ici la psychologie des acheteurs et des vendeurs sur un marché aussi bien crypto que boursier. Donc vous voyez là, quand je vous parlais des émotions, de tout ça, nous pouvons voir par exemple, quand nous sommes dans cette phase-là, entre la deuxième vague et dernière vague des acheteurs, surtout dans cette période de bull run, donc pendant le markup, nous pouvons voir des articles dans la presse comme le Bitcoin, la monnaie du futur. Donc vous voyez, 23 février 2021, cet article, quand on revient sur le graphique, le 23 février, nous étions parmi les prix les plus hauts du Bitcoin, aux alentours des 56 000 $. Donc vous voyez, les articles qui sont faits lorsque le Bitcoin est haut, et maintenant, à contrario, Bitcoin est mort pour Bill Gates, seul un fou pourrait encore en acheter. 17 juin 2022, c'était il y a quelques jours, et nous savons aujourd'hui où en est le Bitcoin. 17 juin, il en était environ 21 000 $. Les articles de la presse montrent bien aussi le sentiment ambiant des investisseurs, enfin du marché. Et la presse, elle aussi, crée ces articles en fonction de l'état psychologique du marché. Donc faire attention, garder la tête froide et ne pas
suivre aveuglément le marché. Donc là, nous avons un autre graphique qui montre tout ce qui est psychologie. On parle souvent aussi dans le marché des crypto-monnaies de la phase de capitulation. Certains disent que nous ne sommes pas encore en phase de capitulation, d'autres oui. La phase de capitulation se passera lorsque la majorité des acteurs sur le marché des crypto-monnaies aura vendu. Suite à la phase de capitulation, ensuite, la variation des prix va beaucoup diminuer. Moi, je pense qu'en ce moment, nous sommes plus dans une phase de panique, déni. Nous sommes ici sur des variations de prix assez importantes. En effet, il y a encore des articles qui montrent qu'il faut acheter, que certaines grosses boîtes achètent, etc. Donc tant qu'on en est là, nous ne sommes pas encore dans une phase de capitulation pour moi. Un autre outil pour voir le sentiment du marché crypto et des investisseurs, ça peut être Google Trend. Donc là, quand nous faisons la recherche Bitcoin dans tous les pays de 2004 à ce jour, nous pouvons voir les variations. Donc ça montre l'intérêt de la recherche Bitcoin dans le monde. Par exemple, en octobre 2008, peu de personnes recherchent le Bitcoin sur le web. Lors du bull run de 2017, beaucoup de personnes cherchaient le terme Bitcoin sur Internet. Février 2021, grand intérêt pour la recherche Bitcoin sur Internet. Et ensuite, nous voyons mai 2021, l'intérêt a un peu baissé, mais toujours un énorme intérêt pour la recherche. Février 2021. Donc là, février 2021, nous sommes ici. Gros intérêt, vous vous souvenez comment est la recherche sur Google Trends. Puis par exemple, en octobre, novembre, décembre 2021, l'intérêt a quand même beaucoup diminué. Quand nous regardons les graphiques, donc février ici, mai ici, mai ici, grosse baisse en mai. Octobre, on avait dit octobre, l'intérêt avait baissé. Et là, pourtant, vous voyez sur le graphique, octobre 2021, c'est là où nous avons atteint l'ATH du Bitcoin. Et pourtant, quand nous voyons le graphique des recherches Google Trends, vous voyez, novembre, nous sommes beaucoup plus bas que février. Nous avons une divergence entre le graphique sur Google Trends et le graphique du Bitcoin. Donc après, en regardant dans le passé, est-ce que nous pouvons nous dire que l'indicateur Google Trends est quand même un bon indicateur pour prévoir la chute du prix du Bitcoin? Puisque quelqu'un qui voit l'indicateur Google Trends en février, en mai, août, septembre, là, il se dit mince, bon, le prix, le graphique a beaucoup baissé sur Google Trends. Et pourtant, quand je suis ici en octobre, là, j'ai un prix qui remonte, qui repart à la hausse. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour moi, vu la baisse d'intérêt pour le Bitcoin, mais des prix qui sont encore plus hauts que lorsque le Bitcoin était très recherché sur Internet, est-ce qu'il ne serait pas temps pour moi de prendre mes profits, de partir, puisque cela présage une chute quand même pour le Bitcoin, vu le manque d'intérêt qu'il y a ensuite. Et en fait, quelqu'un qui réfléchirait comme ça aurait pu être très malin et aurait pu anticiper. Donc c'est facile de voir ça maintenant avec du recul, mais pourquoi pas intégrer l'indicateur Google Trends dans ces graphiques. La troisième étape, c'est de définir une stratégie et surtout de s'y tenir. En effet, il faut savoir si vous avez un horizon long terme, moyen terme ou court terme. Est-ce que vous avez beaucoup de temps, donc vous souhaitez timer au mieux le marché? Est-ce que vous avez peu de temps et peu de connaissances, donc vous souhaitez investir un peu tous les mois, toutes les semaines, etc. Il faut savoir aussi que vous pouvez avoir plusieurs horizons de temps, avoir plusieurs portefeuilles. Par exemple, avoir un portefeuille où vous détenez vos cryptos, vous faites la technique du hold, et avoir un portefeuille où vous faites plus du trading. Donc là, vous faites plus la vente à découvert, de l'achat, et vous détenez vos cryptos sur du moyen court terme. Donc à vous de vous organiser et d'avoir une stratégie bien établie pour chaque portefeuille. Le mieux à chaque fois est de séparer ces portefeuilles, ne pas faire du trading long terme, court terme et moyen terme avec le même portefeuille. Séparez au maximum vos capitaux suivant vos stratégies. Comme je le disais, vous pouvez faire la technique timer au mieux le marché, si vous avez quelques connaissances en trading, si vous suivez les graphiques, si vous avez du temps. Vous pouvez faire aussi une technique qui marche tout aussi bien. La technique du DCA peut être adaptée. Donc la technique du DCA, Dollar Cost Average, est une technique qui permet d'acheter un petit peu de l'actif tous les mois à période régulière, par exemple, donc tous les mois, tous les jours,
toutes les semaines pour lisser le prix sur le long terme. En effet, plutôt que de suivre la variation du Bitcoin et donc que votre portefeuille se mange la volatilité de pleine face, vous pouvez lisser votre investissement puisque vous allez investir tous les mois à intervalles réguliers. Aussi, vous pouvez adapter votre stratégie suivant la phase de marché. Pourquoi pas acheter à des prix paliers pendant la phase de déclin, puis faire du DCA pendant la phase d'accumulation. Donc vous pouvez très bien changer votre stratégie. Le mieux, c'est de savoir à l'avance quelle stratégie vous utiliserez pour quelle phase. Ensuite, la prochaine étape, c'est faire une bonne allocation. Donc pour faire une bonne allocation, il y a aussi différentes stratégies. L'allocation, c'est le pourcentage que l'on injecte dans chaque crypto ou classe de crypto. Son allocation varie en fonction de la phase de marché et de sa stratégie. Pourquoi pas augmenter une partie de son allocation dans les small caps, donc les petites capitalisations, durant la phase de bull run, puis revenir vers des valeurs plus sûres comme le Bitcoin durant la fin de cette période et pendant la phase de déclin. Il existe plusieurs types d'allocations crypto. Donc l'allocation par crypto, par exemple sur ce graphique. Donc là, c'est des exemples. Je ne vous dis pas de faire tant de pourcentage. Mais voilà, par exemple, vous mettez plus d'argent de votre capital en Bitcoin et en Ethereum, puisque ce sont les deux cryptos principales du top 10 et les valeurs les plus sûres. Puis, vous diminuez votre allocation en fonction de la capitalisation des crypto-monnaies, en fonction du projet. Par exemple, le BNB, qui est la crypto native de Binance, on sait que Binance est quand même un acteur majeur dans le trading de crypto-monnaies. Pourquoi pas investir une partie importante aussi de son capital dans le BNB tous les mois. Donc par exemple, ici, sur ce graphique, ils font du 10%. Puis, diminuer au fur et à mesure de la capitalisation du crypto, de leur place dans le market cap, etc., etc. Ensuite, nous pouvons aussi avoir des allocations par top, c'est-à-dire, ok, j'investis ici 25% dans l'Ethereum, 25% dans le Bitcoin, puisque ce sont les crypto-monnaies les plus sûres. Puis ensuite, dans le top 25, j'investis 25% sur quelques crypto-monnaies du top 25, puis les 25 autres pourcents sur quelques crypto-monnaies du top entre le top 25 et 150. Quoi qu'il en soit, votre allocation, vous devez la définir avant, par rapport à votre aversion au risque et votre stratégie, et vous devez vous y tenir. Tout ce qu'on marque notre plan, nous devons nous y tenir pour ne pas que les émotions jouent et influent sur notre trading. Ensuite, il faudra bien choisir sa crypto. Donc pour bien choisir sa crypto-monnaie, nous pouvons utiliser le site CoinMarketCap où nous avons la capitalisation pour chaque crypto-monnaie. Donc nous voyons top 1 Bitcoin, 2 Ethereum. Et grâce à ça, nous pouvons regarder les capitalisations des crypto-monnaies. Nous pouvons, si nous avons vu un article par exemple d'un projet qui pourrait nous intéresser, creuser, regarder quelle est la capitalisation de cette crypto-monnaie, aller sur le site pour aller voir le white paper. Donc tout ça, je vous en parlerai aussi plus tard dans une autre vidéo, mais lire le white paper pour savoir quel est le projet, connaître la tokenomics du token, donc savoir comment va être utilisé le token, etc., son utilité dans le projet, connaître les développeurs, ceux qui sont à l'origine du projet, aller voir leur page LinkedIn par exemple pour essayer de voir leur parcours, savoir s'ils ont des connaissances importantes, etc. Donc le but, c'est de faire de la recherche sur la crypto-monnaie, sur le projet, sur l'équipe derrière, sur la communauté, voir aussi si le Telegram, le Twitter, s'il y a beaucoup d'abonnés, s'ils sont actifs, si le service client répond rapidement, etc., etc. Tout ça, c'est un travail long et fastidieux, mais nécessaire pour bien choisir sa crypto-monnaie et éviter les scams. Sachez qu'en crypto-monnaie, il y a énormément de scams, et donc ce travail est nécessaire pour pouvoir garder ses fonds et les investir au bon endroit. Et ensuite, la dernière étape, c'est optimiser son point d'entrée. Sur un marché haussier, par exemple, faire de l'achat lors de corrections ou suivant des confirmations de figures chartistes, si vous êtes plus à l'aise en trading, ou alors faire du DCA, comme je vous l'ai dit, tous les mois, j'achète tant jusqu'à tel prix. À partir de ce prix-là, je n'achète plus. Je laisse le marché monter, puis je revends à tel prix. Donc là, sur un marché haussier, je rentre par exemple le 20 octobre 2020 à partir d'ici avec un Bitcoin à 12 000 $. Et je me dis, bon, mon prochain achat sera
lorsque le Bitcoin aura pris 30% par exemple, à 14 000, 15 000 $ environ. Allez, j'achète. J'achète, je me mets un autre palier ici par exemple à 20 000 $, un autre palier à 25 000 $. Et là, une fois que je suis là, ok, j'arrête. Par exemple, j'arrête d'acheter. Je me suis réparti mon capital sur tous ces paliers. Puis j'arrête d'acheter. Je laisse faire le marché, par exemple. Je ne suis pas obligé de timer, de revendre au plus haut pour racheter au plus bas. Je fais pas de trading. Si j'ai pas le temps, je fais du DCA. Mais je me suis donné des points de sortie. Par exemple, ok, sortie à 40 000. Un point de sortie à 45 000. Un point de sortie à 50 000. 55 000. Donc voilà, j'ai différents points d'entrée, différents points de sortie. Le but, c'est pas d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut, puisqu'on n'arrivera jamais à timer le marché, difficilement. Donc le but, c'est d'avoir une stratégie, de s'y tenir et de ne pas investir tout son capital d'un coup. En faisant ça, je suis gagnant, puisque mes points d'entrée d'achat sont plus bas que mes points de sortie de vente. Donc voilà, ça peut être une première technique. Il peut aussi y avoir la technique en marché baissier. Ok, par exemple, je suis rentré très haut, j'avais pas de stratégie, etc. Je suis rentré très haut. Bon, bah, ce que je peux tenter faire, c'est faire une technique de DCA à la baisse. Alors attention, puisqu'on ne sait jamais jusqu'où ça va baisser. Mais on peut faire une technique de DCA à la baisse à chaque dip, acheter, avoir une partie de son capital et l'acheter. Acheter le dip, qui est une technique assez controversée quand même dans le milieu du trading. Donc vous pouvez acheter le dip et pareil, avoir une stratégie de sortie. Donc par exemple ici, ok, ma stratégie de sortie, j'ai commencé à acheter les dips à partir de 30 000. Première stratégie de sortie, elle sera à 50 000 par exemple. 50 000, 55 000, 60, 65, etc., etc. Voilà, vous avez toutes les étapes. Donc là, j'ai brossé les étapes rapidement. Je pourrais faire des vidéos sur chacune de ces étapes pour approfondir un peu plus le sujet. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle étape vous voulez que j'approfondisse. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à vous abonner et surtout aussi à partager. Bon allez, salut les impreneurs!